La présidentielle est le PAC, deuxième numéro que nous vous livrons aujourd'hui avec les mêmes acteurs. Et le premier à porter sur le social. Il est question au cours de cette rencontre, ce grand plateau d'échange lié à la présidentielle, d'apporter aux Congolais à travers les représentants des candidats matière en ce qui concerne leur programme de société. Pourquoi cette émission pédagogique oblige? C'est pour emmener l'opinion congolaise ou l'électorat de pouvoir mieux comprendre les projets de société des candidats afin d'adhérer ou non. Tel est l'idéal de ce plateau. Alors, il faut rappeler que sur ce plateau, nous avons fait revenir les mêmes parce que nous lançons les appels. Il n'y a pas de répondant en politique, ce qui nous étonne. Nous avons fait la ronde de certains partis politiques, aussi bien des sièges des candidats. Et nous sommes donc sur ce plateau avec M. Josely Espoir, le même, voilà, Kisangou. Il est porte-parole, chargé des questions d'éducation du candidat Dave Mafoula. Bonjour Josely. Bonjour Monsieur Kilas. Merci pour cette fidélité et surtout cet engagement. C'est moi qui vous remercie. Patrick Goma est directeur de campagne du candidat Kinumbi Kiambungu. Une fois de plus, en tout cas Patrick, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Ormi. Parce que vous comprenez tout l'intérêt de l'échange avec l'opinion. Merci beaucoup. Voilà. Cédric Pambou, porte-parole chargé des questions politiques du candidat Vivien Malambou. Merci pour ta présence. Merci, monsieur Ormeko Kilas. Alors, je réitère pour dire, la présidentielle est une épreuve. La présidentielle est également un point très important d'un État démocratique. C'est un moment très important de la culture démocratique. Les politiques ou la politique ou les partis politiques sont des maillons du fonctionnement de la démocratie. Si nous avons choisi donc ce système, quitte aux politiques ou aux candidats, de maîtriser cela et de savoir comprendre la place du souverain primaire, c'est-à-dire l'électorat. Nous, notre rôle, c'est de faciliter les politiques afin de communiquer avec l'opinion directement. Parce que les projets, ce sont des idées. Les projets sont des promesses transformées en idées. Mais il faudrait bien que le souverain primaire, le Congolais, écoute d'abord pour comprendre. Une fois qu'il a compris, il adhère. Mais lorsque vous avez des candidats, par exemple, parmi les 7, qui n'entendent pas faire représenter leurs représentants ici, permettez-moi la tautologie, quelle est leur stratégie? Comment vont-ils gagner si le Congolais n'a pas compris? Et surtout qu'on vote le programme et non les hommes. On vote les programmes. Et nous, dans notre mission d'accompagner la démocratie et non les hommes, nous nous donnons à faire cet exercice pour emmener les Congolais à atteindre le même niveau que les autres pays. Donc nous invitons sur ce plateau, une fois de plus, le candidat du Parti congolais du travail, je vais dire le représentant du Parti congolais du travail, parce que c'est que les candidats sont en mouvement partout dans le pays. Nous avons besoin sur ce plateau, pour le prochain numéro, le représentant ou le communicateur du Parti congolais du travail, peu importe celui qu'on va nous envoyer. Nous avons également besoin du représentant du candidat Ongios, porté disparu. Voilà, porté disparu. Alors, nous avons également besoin du candidat du monsieur de Pointe-Noire, comment on l'appelle? Voilà, monsieur Mavungu. Et il y a des candidats qui ne prennent pas le téléphone. Voilà, la presse appelle, on ne prend pas le téléphone, on se pose la question, pourquoi êtes-vous candidat? Est-ce une farce, franchement, ou une réalité? Est-ce le respect qu'on doit au souverain primaire et à la démocratie congolaise? C'est pas quand même sérieux. Donnez-nous du travail, nous vous attendons. Alors, aujourd'hui, nous allons plancher sur le système éducatif congolais. Il faut rappeler que depuis des années, le système éducatif congolais pose énormément de problèmes, au point où la plupart des solutions apportées ne tiennent pas le coup. Alors, il faut rappeler aussi qu'à la conférence nationale, ce secteur de l'éducation a été libéralisé. Alors, avec tout ce que nous vivons, surtout les derniers états généraux qui ont tourné en fiasco, il faut le dire, parce que les problèmes demeurent les mêmes, nous avons, j'ai autour de moi les représentants des candidats. Certainement, chaque candidat va apporter au Congo une nouvelle forme d'éducation ou un aménagement. Qu'entend-il donner aux Congolais en matière d'éducation? Parce que l'éducation, c'est la base du développement. Ne serait-ce qu'avoir le niveau du Congolais aujourd'hui, ne serait-ce qu'avoir le niveau de l'élève au primaire, au secondaire et au niveau universitaire. Toute une panoplie de problèmes, la condition enseignante,
la question des structures, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà qui fera l'objet de notre réflexion. Alors, je vais commencer avec M. Pambo. Quel état de lieu pouvez-vous faire de notre système? Bon, 3 minutes pour vous. D'abord, merci beaucoup pour la parole accordée en premier lieu. Il faut dire que notre système éducatif aujourd'hui traverse de multiples problèmes qui restent irrésolus. Et parmi les problèmes, on peut citer entre autres, nous avons d'abord la formation des enseignants, nous avons également la construction des infrastructures scolaires qui posent problème, et nous avons également le problème de la bourse au niveau des élèves. Parce que n'oubliez pas que, M. Romic, nous avons des élèves qui aujourd'hui ont perdu leurs parents à bas âge, depuis l'école primaire. Et ce qui pose problème lorsqu'il est question de financer leurs études. Ouais. Voilà. Et donc, c'est toutes ces questions-là, effectivement, qu'il faut mettre sur la table pour trouver des solutions très rapidement, parce que c'est une question sempiternelle, c'est une question qui a déjà daté très longtemps, qui reste comme ça sans pourtant que le gouvernement fait montre d'une volonté pour trouver des solutions face à tous ces problèmes-là. Et donc, nous, dans notre manière de voir les choses, nous avons pensé mettre un accent particulier sur la formation des enseignants, parce qu'aujourd'hui, M. Robic, vous savez... On va arriver oui, sur vos propositions. Merci. Alors, je vous en prie. M. Josely, quelle lecture faites-vous de notre système éducatif? Quel constat? Merci beaucoup, Monsieur Okilas, pour la parole accordée. Le constat est amer, Monsieur Okilas. Le constat est amer parce que je vais partir du principe que l'éducation, c'est la base tout d'abord du développement humain. Et lorsque nous regardons à la fois les conditions, les structures dans lesquelles nos enfants, pour ne pas dire nos jeunes, sont enseignés, nous disons, mais est-ce que vraiment, dans ce pays, l'école, pour ne pas dire l'éducation, est une priorité? Et je pense bien que dans le projet passé du président candidat, bien entendu, quand je regarde l'axe social, l'éducation était en premier, donc en première priorité. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ce que nous constatons compte tenu de l'état des établissements, compte tenu de la question de la paix, que ce soit des enseignants communautaires volontaires, compte tenu du traitement des enseignants, etc. Et donc, je pense que nous aurons tout le temps ici de développer ces différentes questions. Alors, monsieur le directeur de campagne du candidat Kinoubi Kiambongo, Patrick Goma, vous en savez mieux certainement avec votre expérience des campagnes. Ça fait, je crois, la 4e fois que vous êtes directeur de campagne. Et vous êtes économiste, ça veut dire que vous connaissez, vous avez une idée de l'état de notre éducation au Congo. Bon, mais ce soir, nous parlons, bien entendu, du projet du candidat Kinyombi. Ouais. C'est pas M. Ngoma, c'est le candidat Kinyombi. Ah, je vous en prie. Et donc, en ce qui concerne l'éducation au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le premier problème qui est réel, c'est celui de la ressource humaine. Déjà, il faut arriver à mieux centraliser la ressource humaine. Les enseignants au jour d'aujourd'hui sont catégorisés. Il faut qu'on arrive à mettre fin à ça et avoir une seule catégorie d'enseignants. On ne peut pas avoir des vacataires de ceci. Il faut qu'on arrête avec ça. Déjà, il faut recentrer le tout au niveau de la ressource humaine même qui forme. Mais la ressource humaine ne suffit pas. La deuxième faiblesse est liée aux infrastructures. Ils l'ont évoqué tout à l'heure. Il faut adapter les infrastructures. Et ce qui est assez gênant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on tente de rattraper, mais on rattrape mal. Ce qui est fait au jour d'aujourd'hui avec la SNPC, c'est même la destruction encore de l'école. Parce que l'école répond à plusieurs normes. Il y a le volume des salles de classe qui doit correspondre aux normes d'enfants. Il y a le volume des cours, la cour de repos, la cour de récréation. Il y a les zones de sport. Il y a... Et ça, ce que l'État congolais est en train de faire aujourd'hui avec l'expérience de Talangai et de Makele qu'elle a avec Angola Libre, c'est un véritable scandale. Parce qu'on sort de la planification normale du système éducatif pour suivre la démagogie de l'école privée qui est venue tout bousiller. Il n'y a plus d'environnement. Donc il faut reconstruire, il faut refaire. Les normes sont connues dans ce pays. Il faut qu'on arrive à refaire les normes. Donc il y a un peu plus de discipline. Oui,
c'est bien en termes de propriété, les gens sont contents, mais en termes de normes, il n'y a aucune norme qui est respectée. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que l'école, c'est là où on forme l'homme dans son intégralité. Il faudrait qu'au moment de la formation, depuis la maternelle, de l'école primaire, mais dès que l'enfant sort de l'école primaire, il faut qu'on arrive déjà à localiser la trajectoire de l'enfant pour mieux le situer, et c'est pour l'intérêt du développement. Et donc là, il y a déjà un problème. Je vous ai dit, premier problème, ressources humaines. Deuxième problème, les infrastructures. Troisième problème, c'est le contact entre l'enfant qui sort de l'école et l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive aussi à régler. Donc, il y a plusieurs problèmes qui ne sont pas aussi difficiles à régler, mais qui appellent simplement plus d'engagement, plus de volonté, plus de pragmatisme, et on y arrive. Il n'y a aucune difficulté pour faire qu'on avance très vite avec cette question de formation. Le diagnostic est connu. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des états généraux, mais vous savez que ces états généraux n'ont jamais produit quelque chose de tangible. Évidemment, et c'est ça toute la problématique. Les états généraux n'ont jamais produit quelque chose de consistant au-delà du message fort de la politique, qui souvent paraît comme une illusion, parce que la réalité démontre. Là, nous allons à la présidentielle et encore ces problèmes. Alors, vous êtes convenus, il est naturel que l'éducation, c'est une arme sans laquelle il ne peut pas y avoir le développement humain et le développement du pays. C'est pourquoi, chaque fois lorsque nous avons porté le regard sur la plupart des projets de société des candidats antérieurement, l'éducation revient alors, l'éducation, et cette question revient. Alors, c'est pour dire que les candidats que vous représentez aujourd'hui, certainement, ont eu à faire des propositions. Alors, mais l'éducation ailleurs, permettez-moi, s'il vise le développement humain et de la société a ses demandes. Il n'y a pas éducation pour éducation. Même lorsque nous sommes dans les milieux religieux, permettez-moi, on forme un chrétien pour un but, une pensée pour un but, une idéologie pour un but. Mais l'impression que nous avons dans le pays, nous avons pas mal des intellectuels qui ne servent à rien, qui cherchent de l'emploi. L'État crie à l'emploi. Mais vous avez des cadres, en fait, éduqués, initiés à certaines sciences qui parfois n'ont pas de valeur chez nous, qui ont du mal à être utilisées. Alors, vous visez cette éducation aujourd'hui. De quelle éducation présentez-vous? Quel schéma présentez-vous au Congo? Dans le sens de dire une éducation qui répond, une formation qui répond, n'est-ce pas, à l'emploi, parce qu'il y a des demandes. Qu'est-ce que vous pensez à vous? Mais justement, M. Robic, vous savez que le concept éducation, c'est un concept qui a multifacettes. Nous avons d'abord en premier lieu l'éducation de base. Ça dit quand je parle d'éducation de base, je vois d'abord l'école primaire, notamment avec l'éducation morale et civique, qui est aujourd'hui mal enseignée, ça il faut le dire. Oui, ça. Oui, effectivement. Et donc vous remontez après l'éducation morale et civique, vous avez donc l'éducation professionnelle. Ça également, nous avons mis un accent là-dessus. Et nous avons également la formation, n'est-ce pas? La formation. Et donc, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce que nous comptons faire réellement? C'est ça ce qui est important. Parce que il faut d'abord commencer au niveau de la base. Vous savez, monsieur Okilas, lorsque vous avez mal diagnostiqué une maladie, peu importe la quantité de médicaments que vous allez prendre, vous n'aurez jamais de la guérison. Et donc, nous pensons que, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons construire d'abord 92 complexes scolaires dans tous les districts de notre pays. 92 en 100 jours. Pour faire quoi? Pour faire à ce que ceux qui sont dans les localités puissent avoir la possibilité d'étudier très facilement. Parce que vous savez, on ne construit pas seulement dans les grandes villes. On construit également dans les villages, dans les districts, entre autres. Mais la ville a aussi la demande. Hein. Excusez-moi, voilà, c'est ça. Donc, nous avons donc l'école primaire, on remonte, nous sommes à l'université Marine-Ngouabi, là où finalement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons créé plusieurs emplois, notamment liés avec la profession. Là, nous allons mettre en place une banque publique pour faciliter les jeunes entrepreneurs qui auront un projet porteur bien sûr, et à coût de taux, en fait, sans argent, ce que nous envisageons. Et donc, lorsqu'on parle de l'éducation, comme vous avez dit, c'est pour faciliter en fait le développement d'un pays. Parce que là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, il faudrait que les conditions soient réunies dès le bas âge jusqu'à l'université.
Vous voyez? Mais quand vous arrivez à l'université, M. Omiko Kilas, vous avez des étudiants qui n'ont pas de bourse. Pour obtenir la bourse en première année, il faut d'abord obtenir un concours. C'est-à-dire qu'il faut aller dans une école normale. Et ceux qui sont au niveau, au niveau des facultés n'ont pas de bourse. C'est pourquoi les candidats vivant dans pensent qu'il faut rendre la bourse universelle. Il faut rendre la bourse universelle pour donner effectivement la possibilité, n'est-ce pas, à nos jeunes, à nos étudiants, d'étudier dans les bonnes conditions, en plus, par la suite, participer avec compétence au développement de leur pays. C'est ça l'objectif, monsieur. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'économiste, permettez-moi, parce que l'économiste a une autre vision de la société. Alors, le programme en matière d'éducation au Congo, ce que vous avez dit, les États généraux ont accouché d'une souris et les problèmes restent intacts. Et le candidat, qu'est-ce qu'il pense de l'éducation? Bon, tout à l'heure, nous avons évoqué les questions déjà liées aux ressources humaines. Donc déjà, la première des choses, c'est arriver à mettre fin aux parasites au niveau des ressources humaines qui existent, c'est-à-dire ce qu'on appelle vacataires et toutes ces qualifications, il faut qu'on arrive à mettre fin. Tous ceux qui ont la qualité d'enseigner ou qui ont les compétences d'enseigner doivent passer par l'école normale, doivent être formés normalement et mieux enseigner les enfants parce que c'est ça l'avenir. Tous ceux qui sont sur le terrain, qui enseignent au jour d'aujourd'hui, qui ont des difficultés, doivent avoir des moments de recyclage, ce serait systématique. Donc la formation déjà des formateurs va être systématique. Mais aussi, il faut améliorer les conditions de formation des formateurs. Lorsque vous arrivez dans les conditions où ils travaillent, ça pose problème. Donc il faudrait qu'on arrive à améliorer ces conditions. C'est une urgence pour le candidat Kinumbi. Lorsqu'on aurait réglé la question des formateurs, mais ensuite, il faut régler la question des infrastructures. Il faut non seulement construire des grandes écoles au niveau des départements. Il y a un travail qui est en train de se faire au jour d'aujourd'hui que nous apprécions, mais il faut renforcer ce travail. Il faut aller plus vite parce que c'est une urgence. Il faut aller plus vite en termes de capacité d'accueil au niveau départemental surtout, au niveau des districts également. Mais ça ne suffit toujours pas. Il faut arriver à mettre fin à ces salles de classe qui existent dans les villages. Il faut ramener tout le monde vers l'école. Ce qui doit faire qu'entre les villages et les grands villages où vont être construites les bonnes écoles, il faudrait qu'on arrive à mettre en place les moyens de transport pour résoudre la difficulté qui se pose au jour d'aujourd'hui. Parce que sur le terrain, qu'est-ce que le candidat a remarqué? Que vous avez un village où vous avez un enfant qui doit parcourir parfois 10 km pour aller à l'école, mais dans les 10 km, il peut traverser 2 cours d'eau. On a eu des cas où des enfants se sont noyés. Il faut résoudre ce problème en évitant que les enfants puissent marcher, en mettant en place les moyens de transport entre le village et l'école pour qu'on ait les ressources humaines de formation concentrées en un seul endroit, capables d'être disposées pour mieux faire. C'est pour cela que la carte scolaire reste la clé pour une bonne éducation. Donc, le premier objectif sera celui de refaire la carte scolaire. Et lorsqu'on va refaire la carte scolaire, plusieurs problèmes vont être résolus. Au niveau de l'enseignement technique, il faut davantage apporter les équipements au niveau de l'enseignement technique. Parce qu'il faut qu'on soit capable de mieux former nos techniciens. Vous avez les CET, vous avez les lycées techniques. Il faut que ceux-là qui arrivent dans ces milieux trouvent le matériel didactique adéquat, le matériel de pratique adéquat pour qu'en sortant déjà, pour que lorsqu'un élève sort déjà du CET, qu'il soit même à mesure d'être déjà dans le marché de l'emploi. Et lorsqu'il arrive au lycée, qu'il soit davantage performant. Et lorsqu'il arrive à l'université, ça veut dire que s'il est capable de diriger une entreprise, il est capable d'avoir sa société, il est capable d'être partenaire, il est capable d'apporter plus pour l'économie nationale. Donc, la formation au niveau des écoles techniques va être très pointue. Au jour d'aujourd'hui, il y a un regard sur l'agriculture avec les candidats Kinumbi, mais qui va faire l'agriculture si ce n'est ceux qui vont être formés à l'école? Donc ça veut dire que déjà l'école agricole va être un accent important. C'est un levier important de formation pour qu'on arrive à résoudre un certain nombre de choses que nous avons dans ce pays. Donc la question de la ressource humaine est centrale. La question du rapprochement de l'élève à l'école
donc la mobilité, doit être résolue. Ça ne suffit pas. Il faudrait que, bien entendu, la question de la bourse, nous l'avons connu dans ce pays, un élève, après le bac, a automatiquement sa bourse. Mais ça ne suffit pas. Vous avez des élèves qui arrêtent les études très tôt au collège ou bien au lycée par manque de soutien. Mais le soutien scolaire va être spécifique de telle sorte, dans le cas évoqué tout à l'heure par Cédric, des enfants qui perdent, qui sont orphelins très tôt ou qui n'ont pas de soutien, mais que l'État ait la responsabilité de soutenir cela pour mieux les former. Donc, ça va être un accent important également. Et le soutien scolaire, on va insister là-dessus pour éviter les décrochages. Il faudrait que le soutien scolaire soit permanent. C'est-à-dire que les enfants qui sont à l'école, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, il faudrait qu'on soit en capacité de détecter où sont leurs faiblesses, et les niveaux de faiblesse doivent être compensés par des formations supplémentaires en dehors des heures de cours. Et là interviendront non seulement des enseignants eux-mêmes de façon directe, mais également des professionnels qui ont de la compétence pour mieux communiquer. Merci beaucoup, franchement. Alors, M. Josely, le candidat qui est le tien, qu'est-ce qu'il propose? Le candidat président Dave Mafoula propose, tout à l'heure vous venez de le souligner, que nous avons des produits éduqués qui, en réalité, dont on a l'impression, en fait, qui ne servent à rien. Ce n'est peut-être pas une manière de dire que nous affirmons cela, mais c'est ce que nous constatons. Mais c'est un constat fait. Alors, effectivement, en fait, nous sommes sur ce point-là où le président... compétence actuellement. Bien entendu. Alors, nous sommes sur ce point où le président Dave Mafoula a compris que notre système éducatif doit être reformé. Reformé pourquoi? Parce que, si je vous comprends bien par rapport à la question posée, il se pose ici la question de l'adéquation entre l'éducation reçue ou la formation et l'emploi. Évidemment. Il y a ce problème-là que nous avons. Nous avons l'impression, pas que l'impression, mais nous le savons bien, que nous sommes en face d'une jeunesse instruite, mais qui, au fond, demeure enfant. Demeure enfant pourquoi? Parce que nous avons effectivement un système scolaire qui prend assez de temps à nos jeunes citoyens, et au bout de la formation ou de ces années, ils ne servent à rien. En tout cas, ils ne servent à rien. Il faut le dire. Ils ne servent à rien. Donc, nous partons du principe que pour que nous puissions reformer notre système éducatif, il nous faut donc regarder tout d'abord, nous disons bien tout d'abord, la question de la gouvernance du système éducatif. Quand nous parlons de gouvernance du système éducatif, nous voulons entendre par là en fait qu'il ne faut pas, comme nous le constatons aujourd'hui, qu'il y ait le mélange entre politique et enseignement. C'est-à-dire que la fonction du ministre de l'Enseignement, par exemple, ne doit pas, du point de vue qu'il appartient, je le sais bien, à un gouvernement, puisqu'il est politique, ne doit pas impacter sur l'administration scolaire. En ce sens où nous avons beaucoup plus un système scolaire, comme qui dirait politique, non pas un système scolaire qui porte spécialement sur les problèmes de l'éducation. Donc, on nous présente beaucoup plus la politique que ce qu'il faut faire, bien entendu, dans le cadre des programmes et tout le reste. Eh bien, alors, je vous en prie avant de continuer. Mais en ce moment-là, quel type d'homme souhaiterez-vous à la tête de la gestion d'une éducation? Parce que, généralement, par culture chez nous, les ministres viennent du gouvernement. Oui. Les ministres viennent du gouvernement, on les nomme. Mais quel type d'homme souhaiterez-vous voir à la tête de l'éducation? Merci beaucoup. Alors, nous voulons, nous, de notre côté, nous voulons bien qu'il y ait, ou que nous ayons, un homme politique qui soit capable de mettre la séparation, ou d'être capable de se positionner quand il est dans la politique, et lorsqu'il est dans l'enseignement, de se mettre dans l'enseignement. C'est-à-dire que ce soit une personnalité capable de jouer sur ces deux étiquettes. Et ça, c'est très important, parce que si nous avons un ministre de l'enseignement qui, dans ses positions... Qui n'est pas pédagogue, vous voulez dire? Qui n'est pas pédagogue. Bon, peut-être, il peut être pédagogue, peut-être, on va dire, de formation. Ouais, mais la dose politique... la conduite même de ce ministère, voilà, ne ressemble à rien à l'éducation. Alors, je veux bien toucher ce que nous avons, nous, comme proposition, quand nous parlons de reformer le système éducatif congolais. Qu'entendons-nous par reformer le système? Nous allons commencer, comme j'ai parlé ici, où je viens de le dire, à regarder la gouvernance.
nous allons passer donc à ce que nous appelons la refonte des programmes. Parce que nous, du point de vue des programmes que nous avons, nous comprenons une chose, c'est que notre système éducatif fonctionne toujours sous le modèle de l'héritage de l'école coloniale. Nous n'arrivons pas, nous, Congolais, aujourd'hui, à actualiser les programmes par rapport aux réalités du Congo, pour ne pas dire par rapport aux besoins réels de la vie des Congolais. Donc nous avons un système éducatif que moi je dirais obsolète, qui ne sert plus à rien et qu'il convient tout simplement de le remplacer. Voilà comment nous voyons les choses. D'où nous allons refondre les programmes de l'enseignement. Ça, c'est un élément. Nous passons à l'élément où nous disons, mais attendez, refondre les programmes, c'est bien, mais qu'en est-il des enseignants? Il faut prendre en charge l'enseignant. Nous disons ceci, un enseignant qui est pris en charge, c'est un élève qu'on sauve. Mais quand nous avons en fait des enseignants qui sont, il faut le dire, hein, on va certainement me l'excuser, nous avons des enseignants qui sont maltraités. Maltraités, pourquoi je le dis? Je pense que nous avons connu l'émission il n'y a pas très longtemps, plutôt, je dois appeler ça en termes d'émission peut-être, combien? 30 jours, 30 jours pour convaincre. Alors, je pense que M. Kilas a participé bel et bien à ces interventions-là. Mais quand nous avons, je dois dire, nous avons un responsable du système éducatif. Je ne dirai pas ici le nom de quelqu'un ici, ou de la personne, mais vous avez un responsable du système. Le ministre est connu, hein, le ministre est Alors, connu. vous avez... Il a son bilan à rendre. Hein. Vous avez le responsable d'un système qui dit, bon, il n'y a pas de problème. Savez-vous, connaissez-vous un seul enseignant communautaire qui est en grève? Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas payés. Mais la question de la paix des enseignants communautaires qui a été évoquée ce jour-là, moi je pense que c'était une question fondamentale qui a sa place. Pourquoi je le dis? Mais parce qu'aujourd'hui, mon co-débatteur vient de l'affirmer, il nous faut arriver à un niveau où il faut supprimer ces distinctions que nous constatons au sein des enseignants. Les enseignants aujourd'hui sont catégorisés. Nous en avons 3 catégories. Il y a l'enseignant fonctionnaire, il y a l'enseignant volontaire et enfin l'enseignant communautaire. L'enseignant communautaire, c'est celui qui vient avec toute sa bonne volonté dire mais notre système éducatif est en déficit d'enseignants. Moi, j'apporte ma contribution puisque j'ai un niveau d'études qui répond, par exemple, à enseigner au primaire, au collège, au lycée. Et l'État congolais prend ces enseignants-là, bien entendu, pour accompagner notre système éducatif. Mais que connaissons-nous? C'est que le ministre lui-même de l'enseignement l'a reconnu. C'était, je pense, devant le Sénat, que notre système éducatif est majoritairement soutenu par les enseignants communautaires. Pourquoi? Parce qu'ils représentent aujourd'hui 54,54% des enseignants actifs de notre système éducatif. Alors quand vous avez un taux de 54,54, ça veut dire quoi? Que si vous mettez les enseignants communautaires d'une part et que vous prenez les fonctionnaires d'autre part, additionnés même ou associés aux enseignants qu'on appelle volontaires, ça ne fait pas face aux enseignants communautaires. Mais dès lors que ces enseignants-là, qui sont majoritaires, ne sont pas payés, et aujourd'hui, on peut bien dire qu'ils vont pratiquement à 9 mois si nous finissons ce mois de mars. Qu'est-ce qui va donc, ou qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un déni de la part de l'autorité politique responsable du ministère de l'enseignement des réalités, des faits. Puisque ici, je viens de dire, c'est ça que je dis, on n'a pas besoin d'une image politique au sein de ce gouvernement, ou à la tête de ce ministère plutôt. Mais on a besoin d'une personnalité qui pèse bien, effectivement, les enjeux de l'éducation, qui ne sont pas des enjeux qu'il faut minimiser. Voyons-vous? Donc nous regardons, nous proposons le recrutement des 12 000 enseignants communautaires. 12 000 enseignants communautaires. Et ajouter à ceux-là plutôt, tous les enseignants plutôt volontaires, qui sont en fait les enseignants sortis des écoles de formation, donc l'ENES, l'ENI, ENBA, etc., qui évoluent comme des contractuels, ils ont une bourse, mais aujourd'hui, eux aussi, comme les communautaires, sont à plus de 6 mois déjà d'impayés. Alors je pense que rien que sur la question même de bourse, des enseignants volontaires et communautaires, on comprend que l'éducation n'est pas une priorité dans notre pays. Alors si nous dépassons cette question des enseignants, nous entendons ici refondre ce que nous appelons structurellement notre système éducatif. Nous entendons par là, il nous faut revoir le préscolaire, du point de vue bien entendu des programmes, mais aussi des classes pédagogiques. Mais là, le CEP, présenter le CEP exige, selon une loi qu'on venait de prendre,
de commencer par le préscolaire. Le préscolaire, mais voilà. Bien entendu, mais... Obligatoire. L'enfant doit avoir été au préscolaire. Est-ce que ce préscolaire est présent dans tout l'étendue du territoire? Alors, merci beaucoup, M. Kilas. Moi, je pense que la construction des écoles, on va y arriver, mais c'est important. Nous préparons, en fait, une jeunesse congolaise qui doit être capable d'affronter les défis de demain. Il nous faut une jeunesse compétitive. Et pour que nous ayons une jeunesse compétitive, une jeunesse qui va travailler bel et bien dans le cadre de relever l'économie de notre pays, il nous faut donc une jeunesse mûre pour le travail. Et nous pensons, une jeunesse mûre pour le travail, il faut le commencer très tôt. La jeunesse doit s'habituer déjà à la discipline, doit s'habituer à l'ordre. Et cela commence dès le bas âge. D'où nous disons, dès la petite enfance, nous devons, dans le projet bien entendu du président Dave Mafoula, rendre le préscolaire obligatoire et avec la révision de 2 classes à peine. Nous n'avons pas besoin de 3 classes. Le primaire, nous avons revoir aussi le primaire puisque, bon, pour revenir seulement au préscolaire, nous aurons donc la classe de P1, P2 que nous pensons doivent être fusionnés pour que nous n'ayons qu'une seule classe, etc. Voyez-vous? Alors donc, la vision que nous avons, nous, c'est une vision de refaire l'école nationale qui, pour nous, en ce moment, est carrément à terre. Refaire l'école nationale, refondre les programmes, tout ce que nous avons écouté ici, changer donc l'école congolaise, tel est ce qui se dégage ici, hein, la vision de plusieurs candidats. C'est pourquoi nous regrettons l'absence, en tout cas, du représentant du candidat sortant. Parce qu'en fait, nous voulons savoir du côté de la majorité présidentielle, du côté du candidat dans son programme. Est-ce qu'ils vont maintenir dans ce projet? Les Congolais veulent savoir si c'est la même école qui sera maintenue. Est-ce que le candidat du Parti communiste du travail a apporté un nouveau regard sur l'école de demain? Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de ces échanges ici. Et lorsque il n'y a aucun porte-parole ici, il y a encore un représentant, malheureusement, on ne sait pas sur quoi se fait. Voilà, nous avons besoin de ce retour-là. En tout cas, le camarade porte-parole du Parti communiste du travail, Parfait Iloki, nous vous suggérons de nous envoyer vos représentants ici, parce que la matière à travailler, c'est celle-là. Lorsqu'on parle de l'ancien gouvernement, dans tous les chapitres que nous allons déballer ici, il faudrait bien que ceux qui ont géré puissent être là pour présenter aux Congolais, parce qu'ils ont un grand challenger, présenter aux Congolais la nouvelle politique, la politique de demain, qui va faire à ce que le candidat puisse être voté. C'est ça l'épreuve. Oui, vous voulez dire? Oui, merci. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que nous reste qui sont nous. C'est très fondamental. Lorsqu'il parle de certains ministres qui se sont retrouvés dans ce poste-là, mais qui n'ont pas vraiment le profil requis. Voilà. Je pense que ce n'est pas là la question, M. Kissambou, parce que nous avons 3 ministres. Le ministre de l'enseignement supérieur, elle est enseignante. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il est enseignant. Le ministre de l'enseignement technique, il est enseignant. Voyez-vous, le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Excusez-moi. Le problème, il faut voir ça dans 2 sens. Il y a d'abord, d'une part, le président de la République, parce que c'est lui qui nomme le ministre. Et d'autre part, il y a des ministres. Il faudrait que, lorsque vous placez un ministre à un poste donné, il faut tenir compte de son profil, de ses compétences par rapport au domaine donné. Je suivi monsieur le ministre de l'enseignement, comment ça s'appelle, le ministre Ibombo, dire que moi, je n'ai pas de vision. Ouais. Mais il n'a pas de vision, pourquoi? Parce que là où il s'est retrouvé là, est-ce que quand on voit son profil et par rapport à son ministère, est-ce qu'il y a adéquation? Il n'y a pas adéquation. Il n'y a pas adéquation, c'est là où il y a problème. Voyez-vous, c'est pourquoi, pour le ministre, pour notre président Vivien Manangui, il pense que s'il arrive à la magistrature suprême, lorsqu'il s'agit de nous, même le Premier ministre, il doit être neutre. Il faudrait qu'on regarde le profil de chaque ministre. C'est ça le problème. Mais aussi, il faudrait que le président de la République soit regardant. Dernièrement, nous avons suivi les critères de choix. Les critères de choix, bien, c'est très important. Nous avons suivi le président de la Cour constitutionnelle interpeller le président de la République par rapport à la crise liée à notre sport. Vous voyez, cette interpellation-là, lorsque vous allez au-delà de ce que avait dit le président de la Cour constitutionnelle, c'est une manière de dire au président de la République, attention, prochainement, lorsqu'il s'agit de nommer quelqu'un à un poste donné, à un poste ministériel, alors il faut d'abord tenir compte de son profil. Mais je vous dis déjà que non, monsieur Kissambou, le ministre Jean-Luc Moutou, je ne peux pas défendre quelqu'un.
Mais monsieur le ministre... C'est ton avis, hein, c'est un technocrate. En 10 secondes, je vais répondre, en fait. Alors, vous allez m'excuser, mais si vous avez très bien suivi mes propos, je n'ai pas dit ici que tel ministre n'est pas qualifié à ce poste-là. J'ai dit que nous ayons des ministres qui soient capables de faire... Parce que vous avez parlé de la mettre en politique. fait l'équilibre entre politique. sa responsabilité administrative en tant que ministre de l'enseignement, d'une part, et sa personnalité politique, d'autre part, quand il s'agit certainement de défendre le gouvernement. Mais lorsqu'on commence à mêler la politique dans la gestion de l'enseignement, vous verrez bien que les choses ne vont pas bien. Pour terminer, je vais chuter. Très vite. Dès lors que, lors, bien entendu, de cette émission-là ou de ces émissions de 30 jours de transparence, le responsable du département de l'enseignement, donc le ministre, dit que les enseignants communautaires, par exemple, sont payés en temps et en heure du moment où les enseignants communautaires étaient déjà à 9 mois. C'est de la politique, monsieur Pambou. Je ne suis pas là pour combattre ou pour... Non, en fait, être contre. Je finis. Non. Je suis avec lui. Il ne faut pas mélanger. Non, ce n'est pas un débat. Nous avons 5 Il ne minutes. faut pas mélanger à ce moment-là politique et responsabilité aussi, parce qu'il n'y a pas de responsabilité à ce moment-là. Voilà, merci pour cet échange. Il faut confronter donc les idées. Merci beaucoup. Tu as soulevé quelque chose de fondamental. Et toi et vous également, pensez que le choix doit être fait par rapport au profit. N'est-ce pas, monsieur le directeur de campagne? Alors, c'est un problème qui vient d'être dégagé, mais qui présente, comme qui dirait, une pesanteur dans le système éducatif à les entendre. Je me souviens du grand professeur Théophile Lebenga qui dit toujours, à l'enseignement, on n'invite pas n'importe qui. C'est un domaine sensible, c'est un domaine de l'éducation, il y a la pédagogie dedans, ainsi de suite. Mais oui, on se pose souvent la question. Nous avons vu les ministres d'hier, nous étions jeunes, la plupart étaient des pédagogues, parce qu'ils avaient en main l'intellect et l'éducation des jeunes. Mais, et aujourd'hui soulève le fait que n'importe qui peut être nommé simplement parce que, par allégeance, comme on le dit, parce qu'il faut satisfaire le parti, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites pour ces quelques minutes? Non, déjà, il faut dire qu'un ministre, c'est un manager. Un manager. C'est un manager, et lorsqu'on nomme un manager, ça veut dire qu'il a la connaissance du domaine et du secteur. Premier principe. Voilà. On n'est pas forcément enseignant. Pas forcément. Parce que dans ce pays, on a connu les enseignants qui ont été incapables d'apporter des réformes dans leur département. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il faut simplement être un bon manager et être quelqu'un d'engagé, de concret. Quels sont les problèmes et on les résout. Point du tout. Il n'y a que ça. Quel est le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui? Si on dit que le problème, il est au niveau du soutien scolaire, alors qu'est-ce qu'on fait pour régler la question du soutien scolaire, pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de décrochage? On résout le problème et c'est tout. Le ministre, par principe, c'est un manager. Donc le débat sur la qualification, les qualités, le ceci et tout ça... soulève le fait d'être politique. Je ne suis... Peu importe, mais c'est quoi finalement qui on nomme? Nous sommes dans une bataille politique. Je nomme celui dont je pense être capable de faire ce que je veux. Il y a un objectif qui est défini. Qu'il soit politique, qu'il ne le soit pas, le plus important, c'est qu'il soit à mesure d'emmener à bien les objectifs qui lui sont confiés. Donc, ce débat, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais plutôt qu'il y a un point qui était plus intéressant, c'est la question de la maternelle. Lorsqu'il parle de deux classes au niveau de la maternelle, P1 et P2. Mais je crois que c'est une question qui est tellement sensible. Voyez-vous, en P1, on arrive à quel âge? Si vous prenez P1 et P2, et après qu'on bascule au CP unique, ça veut dire que l'enfant arrive à quel âge à la maternelle? À 4 ans. Or, on peut arriver à la maternelle plus tôt. Plus tôt. Parce que la maternelle, c'est non seulement la garderie, mais la formation commence déjà. Ça veut dire qu'un enfant peut arriver à 2 ans. Et si vous dites que vous n'avez que 2 classes, un enfant qui arrive à 2 ans à la maternelle, donc 2 ans, à 3 ans, ça veut dire quoi? À 4 ans, cet enfant est au CP unique? Alors, donc il y a des choix qu'il faut. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très technique. C'est très technique. Il y a des questions, oui, sur le plan de la projection, on peut se projeter, mais attention, lorsque c'est très technique, il s'agit de la formation, il faut faire excessivement attention. Alors, je vais répondre peut-être en 30 secondes, rapidement. Alors, je vous comprends très bien, mais nous ne venons pas avec des propositions sans, effectivement, essayer d'évaluer un certain nombre aussi de facteurs.
Vous savez que nous devons tenir compte de comment aujourd'hui nos enfants évoluent. Il s'agit des aptitudes à la fois... Non, j'ai posé une problématique qui est simple. Je viens, bien entendu, je vous ai compris, je vais vous répondre. C'est 2 ans je viens. En préscolaire. 2 ans, ça ne veut pas dire... Ça veut dire que l'enfant arrive en quelle classe? L'enfant arrive... À quel âge? Nous disons ceci, la classe de P1 et P2 vont constituer une seule classe qu'on va appeler P commun. Oui. C'est ça, en fait, l'idée. P commun, donc s'il fallait que je vous remette le... Et c'est combien d'années? P commun. Alors, l'enfant arrive à cette classe-là, c'est la question que vous devez me poser en fait. C'est quel âge? Quelle année? Pas que combien de commencer à 2 ans. À quel âge? L'enfant, pour nous pensons qu'au préscolaire, l'enfant doit arriver à 4 ans. Non, c'est trop tard. Je viens, mais ça c'est pour ces classes qui travaillent simplement l'éveil de conscience. C'est ça le problème, c'est pas des classes là où on forme des enfants, c'est l'éveil de conscience. Et nous pensons qu'à 4 ans, on peut bien éveiller notre enfant jusqu'à 5 ans et 6 ans, il est au CP1. C'est possible. Seulement, il y a dans tout ça un certain nombre de matières d'abord. Voilà, à la base. les échanges qui permettent aux Congolais de comprendre et de faire le choix. Voilà. Oui, c'est une question, une minute seulement, qui secoue la toile aujourd'hui, parce que vous savez que non, il y a une loi qui envoie d'être adoptée à l'Assemblée nationale, demandant qu'il faudrait que l'autre là, comment s'appelle l'autre là, l'enfant, le code maternel soit obligatoire, le préscolaire. Évidemment. Donc ça soit obligatoire. Je l'ai dit en passant. Est-ce que non, obligatoire une seule classe, c'est la P3. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Seulement la P3. Obligatoire. Est-ce que seulement la P3. Tout cela est possible dans tous les temps du territoire? En tout cas, moi, c'est dès lors que l'école elle-même pose problème. Oui. Le problème, c'est ça. Le problème fondamental, c'est ça, monsieur Robic. Parce que vous savez, même à Brazzaville, ici, nous n'avons pas des écoles là où on forme les enfants au niveau de préscolaire. Mais combien de fois à l'intérieur du pays? Avez-vous des écoles pour adopter une telle loi? Non. C'est de l'aventure simplement. C'est de l'aventure. Nous pensons que c'est la poudre de perlimpinpin comme toujours. Ça ne marcherait pas. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question. Oui. Nous parlons en fait... bien le temps, s'il vous plaît. Ne soyez pas patient. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai le temps. Donc, il faut signaler ici qu'actuellement dans notre pays, il y a inadéquation entre la formation, la compétence et le professionnalisme. Merci. Autrement dit, il y a un désaccord entre le diplôme et la compétence. On peut avoir le diplôme, oui, mais la compétence, on n'en a pas. Tout simplement parce que dès la formation est mal... en fait, les enseignements ne sont pas sont mal transmis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, qui commence bien, finit bien. Le temps. Ouais, on a quand même pu... Voilà, on a couru derrière le chrono. Notre émission, dans ce plateau, s'alimente pendant 40 minutes. 40 minutes, c'est pas facile de débattre avec des grands politiques de ce genre. 40 minutes, on ne peut pas tout dire. C'est vrai que vous êtes dans la soif. Mais 40 minutes, c'est le peu de temps pour vous donner matière par rapport à leur projet de société. Je réitère pour chuter. Si le PCT n'envoie pas son candidat, alors qu'il y a le challenger qui est là, le candidat Denis Sassou Nguesso, comment les Congolais vont comprendre son projet? Est-ce à travers juste des responsables qui communiquent ou encore à travers les porte-paroles? J'insiste, le patron de la communication, qui est le porte-parole du parti, doit, s'il vous plaît, mettre à notre disposition au moins 3 camarades qui viendront débattre. Débattre dans la contradiction permet à l'opinion de mieux comprendre. Parce que les questions posées ici, c'est les mêmes que les Congolais se posent une fois que vos représentants ont expliqué clairement, le Congolais adhère. Mais ce que nous voyons sur la toile partout, pour la plupart des candidats, c'est des affiches. Un tel va gagner, un tel va gagner. Cela ne suffit pas pour convaincre un être humain. Il a des méninges. Évoluons dans la culture démocratique, évoluons dans la culture de la campagne. C'est un premier plateau que nous avons organisé. Enfin, nous l'avons dit, c'était un défi, en collaboration avec le CAP. Mais au moins ici, vous êtes en train de voir le débat contradictoire entre candidats à travers ces responsables. C'est ça qu'il faut initier dans le pays. C'est pas s'asseoir seul, sans contradiction, en train de dire les choses. J'invite de nouveau ici le président Nguios. Le président Nguios est porté disparu. On ne sait pas s'il a une équipe de campagne. Nous allons vous le dire parce que vous avez pris la responsabilité de prendre en main la destinée du pays. Et donc à tous ces candidats, je vous en prie, c'est une exigence, venez parler aux Congolais parce que vous souhaitez qu'ils puissent vous voter.
Sur ce plateau, donc, j'avais Jocelyne Espoir qui s'en rappelle, il est porte-parole chargé des questions d'éducation de Dave Mafoula. C'est pourquoi je t'ai trouvé dans ton assiette. Patrick Gouma, voilà, directeur de campagne du candidat Kinoubi Kiambungu, il est économiste de formation, habitué des débats politiques. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Cédric Pombo, porte-parole chargé des questions politiques du candidat Vivien Manongo. Les mécontents. Voilà, en tout cas, je remercie infiniment d'abord ces candidats qui ont eu le courage d'envoyer leurs communicateurs et responsables sur ce plateau. Ça pue la démocratie. Merci. Ça pue la démocratie. Au revoir chez vous donc à la prochaine fois. Merci.